Choc. J'ai lu lors du trajet de retour d'une traite ce texte, absorbé par lui, comme seuls quelques livres peuvent en avoir l'effet. J'ai pensé tout de suite à un autre livre de Christine Angot, L'inceste. Qu'il y ait deux livres si différents me sembla essentiel. Deux versions, deux interprétations, un événement, un réel. À Toulouse, une rencontre entre Jacques-Alain Miller et ce texte eut lieu, à laquelle se joignit Christiane Alberti. Christine Angot accepta d'être notre invitée aux journées. Pas question de recommencer l'événement unique qui avait eu lieu à Toulouse. Au fil de conversations qui nous réunirent bientôt régulièrement, un lien entre écriture, psychanalyse et trauma se profila. Il allait à l'encontre d'une opinion parfois reçue selon laquelle une analyse assécherait l'inspiration de l'écrivain. Une ultime rencontre entre nous, avant les journées, fixa les modalités de l'entretien qui va se dérouler devant vous. Christine Angot, au centre, va nous lire le texte qu'elle a bien voulu écrire pour ces journées. Puis, nous bavarderons un peu. Les analystes ont une chance d'apprendre des écrivains, en tout cas de certains, ceux-là qui ont un rapport avec un cristal de réel. La dernière fois que j'ai parlé devant une très grande salle, la moitié de celle-ci, je suis partie sous les huées. Et ce n'était pas sans rapport avec la psychanalyse. C'était en Allemagne, j'y étais pour un livre, et j'étais interviewée par une grande figure du féminisme, très connue, très populaire là-bas, qui essayait, au fil des questions qu'elle me posait, de me faire entrer dans la case victime de l'inceste qui s'en est sortie parce qu'elle a dit. Les livres étaient instrumentalisés. Il n'était plus question de littérature, c'est-à-dire d'espaces qui n'existent pas et où on ne parle pas, mais de courage d'une victime qui finit par se confier à une société qui existe et qui comprend. J'essayais de tenir, d'expliquer, de sortir de la statistique. Le courant était trop fort, je n'ai pas pu surfer. J'ai fini par leur dire qu'ils ne méritaient pas que Freud ait écrit dans leur langue. Et que je comprenais mieux ce qui s'était passé chez eux dans les années 40. C'est là, évidemment, qu'il y a eu des huées et que j'ai dû sortir. Je ne supporte pas qu'une société prétende être capable de se mettre au niveau d'un silence individuel. La littérature le peut. Une semaine de vacances met en scène une jeune fille qui ne dit rien, mais dont la pensée ne nous est à aucun moment inconnue. Le lecteur est avec elle, sans que le narrateur ne fasse pourtant de commentaires pour l'aider. Le lecteur entend la jeune fille qui se tait. On prend possession d'elle, on la tue, on lui retire son humanité. Le lecteur la lui rend. Car plus on la lui retire à elle, plus il se sent dépossédé de la sienne. Voilà en 2 mots. J'ai écrit une semaine de vacances en 1 semaine, vraiment. Une semaine où je n'avais pas de séance. Je n'en parlais donc à personne, se reconstituait la situation que j'avais connue à l'adolescence, d'isolement total et pourtant de jeu social parallèle. La psychanalyse, vous le savez, ce n'est pas le jeu social.
Lundi dernier, j'avais rendez-vous au Lutetia avec Marie-Hélène Brousse et Jacques-Alain Miller. Christiane Alberti était à Toulouse pour préparer ce moment. Je parlais, ils me posaient des questions, je ne reconnaissais plus leur visage que j'avais pourtant vu bien des fois. Là, en dépit de leurs différences multiples, ils avaient tous les deux exactement le même. Ce n'étaient plus eux. Je n'étais plus encombrée d'eux qui étaient là pourtant, bien là, comme on l'est rarement, et je pouvais parler. L'acteur change aussi son visage, sauf que l'acteur, c'est le contraire. Moi aussi, quand j'écris, je me débarrasse de moi, pour ne pas encombrer mon lecteur imaginaire, que j'écoute. J'écoute ce que je peux écrire à son adresse. Je cherche ce qui nous réunit. Par exemple, la grande salle. La grande salle qui me fait peur et qui m'isole. Faire qu'elle ne m'isole pas, mais nous réunisse. Je vais essayer de dire comment j'ai rencontré la psychanalyse. Vers 22 ans, je faisais des études en droit, je venais de me marier. Je n'avais pas dormi de toute une semaine avant ce mariage, du tout. Je vivais à Reims, je n'allais pas bien. C'était l'année où je venais de m'inscrire à la Sorbonne dans ce qu'on appellerait aujourd'hui un Master 2 en droit du travail. Je faisais les trajets une fois par semaine, je ne dormais plus. Tout le reste de ma vie se trouvait fragilisé par mon manque de sommeil. J'étais fatiguée, angoissée, surtout au crépuscule. Je ne mangeais plus. Les rapports sexuels me faisaient mal. Je m'étais tellement raidie que je ne supportais plus la pénétration. Tout était devenu invivable. Je n'ai pas pensé à la psychanalyse tout de suite. J'avais un médecin généraliste que j'aimais bien, qui me donnait des médicaments. J'allais voir un acupuncteur. On disait que l'acupuncture était efficace. La mère de mon mari me conseillait de boire un verre de Bordeaux le soir pour me détendre. Ça l'énervait que je ne boive jamais. Rien de tout ça ne marchait. J'allais de plus en plus mal, je ne pouvais plus étudier, j'ai arrêté, j'étais trop fatiguée. Je restais chez moi, je lisais. Mes journées étaient entrecoupées de visites au médecin ou à l'acupuncteur. Je me souviens d'aiguilles dans le pied qui m'arrachaient des cris de douleur. J'attendais le retour de l'homme avec qui j'étais mariée, mais que j'étais incapable d'appeler mon mari, sauf à des administrations par téléphone. Je passais des heures à pleurer ou à crier. Les nuits étaient horribles. Je commençais à me dire que, contrairement à ce que j'avais cru, je n'étais peut-être pas passée entre les gouttes. La relation incestueuse que j'avais eue avec mon père était peut-être en train de me détruire, je me disais. J'avais été jusque-là une étudiante modèle. J'avais réussi à me marier. Pour moi, c'était une réussite. Les femmes de ma famille, depuis plusieurs générations, avaient toutes eu des enfants illégitimes. Je voulais que ça cesse. Mais je ne pouvais plus vivre. Et puis, j'ai eu cette idée, psychanalyse. Quand on vivait à Châteauroux, ma mère avait eu un poste dans un hôpital psychiatrique. Les mots psy, psychiatre, psychologue, psychanalyste ne m'étaient ni étrangers ni hostiles, même s'il y avait un poste administratif. J'ai demandé à mon généraliste ce qu'il en pensait. Il m'a dit « c'est une très bonne idée ». Il m'a donné un nom, j'y suis allée. J'y suis restée 18 mois. J'avais eu des difficultés à prendre rendez-vous. J'avais l'impression que c'était pour les fous. Je n'en parlais à personne. J'ai des souvenirs de larmes en sortant sur le trottoir, de sanglots. Mon père, que je ne voyais plus, m'a dit au téléphone que ça détruisait les gens. Mais je revivais. Je redormais. J'avais envie de reprendre mes études. Je m'étais inscrite en Master 2 de droit international et je voulais faire une année de spécialisation à Bruges. Au passage, mais je ne savais pas encore ce que ça allait devenir, j'avais découvert l'écriture. Je revois et je ne pourrai jamais oublier. J'étais assise sur le lit d'une chambre d'hôtel du Touquet, appuyée contre 2 oreillers. J'ai commencé à écrire sur le papier de la tablette de chocolat qu'on avait achetée. J'ai continué sur 2 feuilles de papier à lettres trouvées dans un tiroir.
Claude m'a dit que c'était très bien, je n'ai pas voulu le croire. Si je commençais à le croire, je sentais que toute ma vie pouvait changer, que je ne penserais plus à rien d'autre. Est-ce que ça valait la peine? Je lui ai demandé d'aller chercher du papier à la réception. Le lendemain, j'y suis allée moi-même. Tout le reste du week-end, on a marché sur la plage en parlant de ça. Depuis, je ne parle plus que de ça. Je ne crois pas qu'autre chose m'intéresse. D'autres choses m'intéressent. Mais la seule chose que je comprenne, c'est ça. C'est la seule où le jeu social peut disparaître et où vous pouvez parler à tout le monde et tout le monde comprend. Presque. J'ai expliqué à mon analyste que je voulais partir à Bruges et il m'a dit « Pourquoi avez-vous voulu venir ?» J'ai répondu « Parce que je voulais dormir ». Il m'a répondu « Maintenant vous êtes réveillé ». Je lui ai dit « Au revoir », ça a été la fin de ce morceau-là. À Bruges, à la bibliothèque, au lieu d'étudier, j'écrivais. Je suis partie. J'ai mis 6 ans à être publiée, 6 ans de refus, de boîte aux lettres vides. S'il y a une période dans ma vie que je ne veux pas revivre, c'est celle-là. Je ne voulais pas avoir d'enfant si je n'étais pas publiée. Quand j'en ai eu un, j'ai éprouvé le besoin de reprendre une analyse à Nice, où je vivais, puis à Montpellier. Les analyses que j'ai trouvées ne m'ont pas plu. Celui de Nice s'était gratté la tête au premier rendez-vous quand je lui ai parlé de mon père. Je suis restée 6 mois chez celui de Montpellier, jusqu'au jour où sa secrétaire est venue déposer un dossier sur son bureau alors que j'étais allongée sur le divan. J'ai repris après la rupture avec mon mari et ma rencontre avec une femme parce que je pensais que je n'étais pas sûre d'être capable d'avoir une vie amoureuse. J'avais l'impression de ne rien pouvoir faire d'autre qu'écrire. À Paris, mon analyse de Montpellier m'a donné 2 adresses, l'une des 2 était la bonne et l'est toujours. Chez lui, j'ai parlé pendant longtemps de ma vie amoureuse. Comment rencontrer un homme qui supporte que je vive dans un espace qui n'existe pas? Aujourd'hui, je ne parle presque plus de mon père, je n'en souffre plus. Ce sont d'autres situations de déshumanisation vécues indirectement qui me font souffrir et que je ressens parce que je connais. Ce dont je parle le plus en analyse, c'est l'écriture. C'est souvent par là que se terminent mes séances. Ce sont elles qui me rappellent que j'écris. Quand je ne suis pas devant ma machine, j'ai tendance à l'oublier. Je n'y pense que quand j'en parle, quand je me couche le soir, quand je me lève le matin. Je n'y crois qu'à ces moments-là. Quand je ne trouve pas, quand je ne suis pas contente des mots inscrits sur l'écran, mes séances m'aident à me ressouvenir que je vais sans doute y arriver de nouveau. Que je peux affronter le fait que rien ne tienne pour l'instant, que pas un mot ne tienne debout, qu'il n'y ait rien. Je peux même avoir dans un coin de ma tête, un peu reculé, que de ce rien, quelque chose va sortir. Si ce rien, j'arrive à le supporter. Le travail de l'écrivain, ce n'est pas seulement le travail de l'oreille et celui de la phrase, des mots, du rythme, des temps, de l'observation et de la pensée. C'est avant tout supporter l'angoisse de ne pas savoir si vous serez capable d'écrire un nouveau livre, de dire, ou si vous n'en serez plus jamais capable. Est-ce qu'il y en aura un nouveau ou est-ce qu'il n'y aura plus rien? Est-ce que je vais survivre? Voilà. Alors ça, c'est vraiment ingrat. Bon, on va quand même jouer le jeu. Dites-moi, vous avez beaucoup parlé, vous écrivez, c'est un fait. Qu'est-ce que vous écrivez? Des histoires, des contes,
autre chose. Je vous propose aussi un terme que j'ai piqué dans une conversation qu'on a eue, celle du Lutetia. Des événements. Dites-moi ce que vous écrivez. Sûrement, j'essaye d'écrire une chose qui peut être un événement. Ça passe très souvent par un événement, parce que de toute façon, il n'y a que des événements à se mettre sous la dent. Donc, une chose, un événement, dont on croit qu'il veut dire une certaine chose, et moi je raconte qu'en fait il ne veut pas du tout dire ça. Et j'essaye de faire en sorte qu'on voit ce qu'il raconte. Et surtout, en fait, non, c'est pas ça. En fait, j'essaye de montrer les gens qu'il y a dans les événements. J'essaye de faire comprendre que ce qu'on écoute, c'est pas des phrases, c'est pas des histoires, c'est pas des paroles, mais c'est des gens. J'essaye qu'il y en ait dans mes livres. Juste pour relancer aussi là-dessus, est-ce que vous diriez que votre écriture, ce qui sort de vous comme texte écrit, c'est influencé par exemple, le cinéma? Non. Parce que je voyais, quand je lisais Une semaine de vacances, ah oui, je voyais exactement, au détail de tout le décor près, ce qui était en train de se passer. Oui, alors le cinéma dans la tête, dans ce cas. Là, le cinéma dans la tête. C'est-à-dire la pensée. La pensée, ça peut... Quand on n'arrive pas à penser, par exemple, dans Une semaine de vacances, c'est la situation de cette jeune fille en train de se faire supprimer. Donc, comment voulez-vous penser quand on est en train de vous supprimer? Donc, en revanche, il y a des choses possibles. Pendant qu'on est en train de vous supprimer, vous ne faites pas rien. Alors d'accord, vous ne parlez pas. Vous ne dites pas « on est en train de me supprimer ». Non. Mais vous ne faites pas rien. Et notamment, vous regardez. Et vous voyez des choses. Alors peut-être que ça, oui, c'est peut-être une forme de cinéma. En tout cas, c'est peut-être du cinéma parce que la caméra est quelque part. Oui. Par exemple, dans le texte que vous venez de nous lire, et puis vous nous l'avez évoqué aussi, saisir le surgissement de l'écriture, à votre relative surprise quand même. Vous ne le faites qu'en mentionnant le papier qui enveloppe la tablette de chocolat. C'est très précis. On aurait un scénario à écrire, c'est fait. C'est des didascalies très précis. Oui, mais elle cherche un papier, elle n'en trouve pas, elle s'aperçoit qu'au dos de la tablette de chocolat, il y a une petite place, elle prend la tablette de chocolat. Oui. Enfin, le papier. C'est vrai. Ce détail, on a parlé de ça, des divins détails, puisque Jacqueline Miller a fait un cours formidable là-dessus. Je me disais que c'était peut-être ça aussi qui donnait cette place aux détails si importante, l'événement. Oui, mais normalement, si vous êtes vraiment là, si vous êtes vivant, si vous êtes là, si vous êtes dans ce qui vous arrive, si vous vous apercevez de ce qui vous arrive, vous n'avez pas besoin de beaucoup réfléchir pour faire le scénario. Mais en revanche, il faut être très... Mais en même temps, il ne suffit pas de filmer ou d'écrire ce qui s'est passé, parce qu'il ne faut pas se tromper sur ce qui s'est passé. Il faut quand même bien voir ce qui s'est passé. Et le travail, il est là.
Oui, votre souci, c'est de dire l'événement au plus juste dans sa précision, comme s'il s'agissait d'écarter les faits pour dire l'événement au plus juste. Pour le dire au plus juste et surtout incarné. C'est-à-dire que si justement c'est un récit de... je sais pas comment dire, enfin de faits, moi ça ne me raconte rien, enfin ça ne m'intéresse pas pour le coup. Vraiment, j'ai un mal fou à le retenir, à le comprendre, etc. Si c'est incarné, c'est-à-dire si j'arrive à voir, à le brancher sur une intériorité, alors c'est intéressant. C'est-à-dire que l'extérieur, que l'intériorité et l'extériorité, ça ne soit pas séparé. Et alors voilà, et alors à ce moment-là, vous avez un événement. Parce que sinon, vous n'avez... si vous êtes uniquement dans l'intériorité, je ne crois pas que vous puissiez avoir un événement, enfin en tout cas, je ne le vois pas comme ça. Et si vous êtes uniquement dans l'extériorité, enfin, vous allez forcément mentir sur quelque chose, puisque vous n'avez pas le réceptacle qui est un réceptacle tout seul. Et intérieur, enfin, c'est comme ça que je le ressens. À propos d'incarnation, vous dites que vous ne vouliez pas avoir d'enfant avant d'avoir été publié. Ben non. Parce que je vois vraiment pas... il fallait que je sois quelque part. Il fallait... je vois pas ce que j'aurais pu apporter à cet enfant alors que j'étais pas publiée et alors que j'avais un désir, enfin une nécessité de l'être absolue. Enfin, il fallait déjà que je règle cette question-là, et puis après on verrait. Il suffisait pas de trouver le père. Il fallait autre chose. Vous avez tellement d'estime pour les éditeurs qu'il vous fallait être reconnu par un éditeur pour suppléer l'insuffisance du père. J'ai de l'estime pour... Enfin, j'ai même pas de l'estime. Je veux dire, je suis pas écrivain s'il y a personne qui me lit. C'était essentiel. Ça sert à quoi que je cherche à m'adresser à d'autres personnes toutes seules en train de lire si elles n'ont pas le livre. Le livre, moi, ça ne m'intéressait pas de le fabriquer toute seule. Ça, c'est les éditeurs qui font ça. Donc j'avais absolument besoin de ça. Vous aviez besoin de l'éditeur comme quelqu'un qui vous reconnaît ou de l'édition comme d'un moyen pour atteindre le lecteur? Je crois vraiment que j'avais besoin d'un moyen d'atteindre les lecteurs. Il y avait déjà des éditeurs qui me reconnaissaient un peu, qui me disaient « Ah oui, c'est vraiment bien, mais le comité de lecture ne l'a pas pris, etc. » Mais ça ne me suffisait pas. Il fallait que quelqu'un dise « Je publie. Voilà, je publie. » Alors, l'éditeur, oui, il a représenté par moments... parfois, j'ai été prise dans ce piège. Où l'éditeur me paraissait quelqu'un dont j'avais besoin. Mais c'était pas... Enfin, j'ai un peu été piégée, là, parce que parfois, ça m'a mise dans des situations de dépendance qui n'étaient pas vraiment justifiées. Mais de nouveau, après, j'ai eu des moments où je n'étais plus... Parce qu'après Léonore toujours, donc qui était mon 3e livre,
Mais en fait, je pense que c'est le premier livre où je fais vraiment ce que j'ai à faire. De nouveau, je n'ai pas été publiée. Ils ont refusé le livre d'après. Parce que Léonore toujours, ça, pour eux, ça ne passait pas. Et puis de toute façon, je vendais très peu de livres. Et là, je me suis retrouvée de nouveau sans éditeur. Et oui, c'est vrai que c'était... Ça, pour moi, c'est les moments insupportables. Parce que j'ai pas d'endroit où habiter, j'ai rien, j'ai pas de... Je peux plus faire ce que j'ai à faire. Mais vous savez, j'ai ressenti exactement la même chose quand j'ai été attaquée en justice il y a peu de temps. Quand j'ai reçu une assignation qui me disait que non, que je ne pouvais pas faire ça, que je ne pouvais pas écrire ça. Mais comment ça, je ne pouvais pas écrire ça? Comment ça, quelqu'un vient dans ma tête me contrôler ce que j'ai à faire? Donc ça, c'était pas possible. Donc, mais c'était exactement la même... j'ai ressenti exactement le même... c'était insupportable, quoi, la même angoisse, c'était pareil. Et j'avais même dit, et je le croyais, que si je devais perdre ce procès, je me suiciderais. J'ai perdu ce procès. Mais c'est vous dire, bon, les gens, enfin, on ne se suicide pas comme ça quand on écrit. Mais oui, je n'étais pas du tout contente d'avoir ce procès. C'était la même chose que de ne pas avoir d'éditeur. Vous ne pouvez pas écrire. Ça me paraît le truc le pire qu'on puisse me faire, quoi. Surtout, je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on ne peut pas dire ce qui est. Puisqu'on parlait de l'événement, l'événement, qu'est-ce que c'est? C'est dire ce qui est. C'est pas compliqué. Dire ce qui est. C'est simple. Eh bien non, on n'a pas le droit de le faire. Peut-être que quand un événement est du type traumatisme, peut-être est-ce qu'on a un peu plus de mal à dire ce qui est. Je ne sais pas si c'est votre avis. C'est-à-dire qu'il y a des figures imposées. Si vous dites un événement traumatique, on va vous donner tous les micros que vous voudrez. Ça, vous ne manquerez pas de micros, vous ne manquerez pas d'éditeurs, vous ne manquerez de rien, vous ne manquerez pas de journalistes, et vous ne manquerez même pas de... Enfin voilà, tout va très bien se passer, quoi. Il va y avoir plein de gens qui vont vous écouter, etc. Mais à condition, bien entendu, de ne pas déjouer le piège de la figure imposée qui est... Vous ne dites pas ce qui est, vous dites l'événement. D'ailleurs, très souvent, les gens disent « on ». Ah oui, quand on ressent ça, on ressent ceci et cela. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, voilà, ça c'est... J'ai bien vu, j'ai cru voir en tout cas, mais j'ai mis du temps, hein, parce que moi je ne comprenais pas pourquoi il y avait une telle... pourquoi plusieurs de mes livres, à partir de Léonore toujours, ça faisait à chaque fois tout un tas de problèmes, d'histoires, de guerres, de disputes. Je ne comprenais pas. C'est vos livres qui faisaient des traumatismes. Oui. Apparemment. Est-ce que, si Marie-Hélène Brousse a pensé à vous alors qu'elle avait dirigé des journées avec Christiane Alberti sur le trauma, c'est que peut-être que Marie-Hélène Brousse a considéré que l'événement incestueux était de l'ordre du traumatisme, ou était peut-être de l'ordre du traumatisme. Comment vous voyez ça? Je pense que l'événement incestueux, si vous l'écrivez en disant « je », mais en dépersonnalisant ce « je », et donc en sortant du statut de la figure imposée de la victime. Là, c'est pas possible.
Là, vous pouvez vous attendre, en effet, à être rejeté. On vous en veut. On vous en veut. À ce moment-là, vous parlez de vous, soi-disant. Alors que c'est exactement le contraire, justement. C'est-à-dire que si vous voulez être, retrouver, comme je l'ai dit à un moment, retrouver l'état dans lequel vous étiez pendant l'événement traumatique, c'est très difficile puisque vous vous apercevez, enfin moi c'est le problème que j'ai eu avec une semaine de vacances, vous apercevez qu'il n'y a pas une seule phrase en jeu qui sort et qu'il n'y a pas une seule phrase qui parle de vous qui sort. Donc il faut vous appuyer sur le cinéma éventuellement, toutes les autres choses, toutes les autres petites caméras quand même que vous aviez laissées à droite, à gauche, pendant que vous étiez un jouet. Mm-hmm. Pendant que vous n'aviez pas de possibilité de... Enfin, disons, pendant que votre parole n'avait aucune importance. Pendant qu'on vous disait « je ferai exactement ce que tu veux » et que c'était jamais ça qui se passait. Donc, je ne sais pas... Alors, il y a d'autres manières, vous pouvez dire « je » d'une manière... Quand vous voulez... Vous pouvez, c'est ce que j'ai fait dans l'inceste, le livre L'inceste. Alors là, il y a quelque chose de plus déclaratif. C'est-à-dire, vous pouvez déclarer, vous pouvez dire voilà, voilà, voilà. Mais dans une semaine de vacances, j'essaye de créer le vide de la pensée qui fait que voulez-vous qu'elle dise et à qui ? Et en fait, c'est ça. C'est créer ce vide-là. Ça, c'est une des plus belles choses qu'on puisse faire en littérature. Vraiment. Je crois que tout le monde ici a entendu ce qui se passait, sans trop savoir ce que c'est, quand vous avez lu pour commencer cette séquence. Or, vous écrivez. Or, quand j'achète un de vos livres, je n'ai pas votre voix. Et il est non moins constatable que quand vous y donnez votre voix, il se passe quelque chose. Qu'est-ce que vous pourriez me dire du rapport entre la voix aphonique, si je puis dire, qui est là quand vous écrivez ou qui n'est pas là quand vous écrivez, et puis sur une scène comme celle d'aujourd'hui, et pas seulement comme celle d'aujourd'hui, puisque je sais que c'est déjà arrivé, et à chaque fois, les gens qui vous écoutent sont saisis par votre énonciation, votre voix. Qu'est-ce que vous en diriez, ça, de la voix et du sacrifice de la voix ? Il y a beaucoup de choses. Hein. Bon, il y a une petite chose très simple d'abord, c'est que la première des choses à faire, si vous voulez que les gens soient avec vous dans le texte, c'est de leur parler. Donc si vous leur parlez, il faut déjà savoir où ils sont, vous apercevoir qu'ils sont là, parce que parfois, vous pouvez avoir des salles très pleines et les gens ne s'aperçoivent pas qu'il y a des gens dans la salle. Donc déjà, il faut voir qu'il y a des gens dans la salle. Ça, c'est la première des choses.
Et puis, voilà, faut juste... faut être simple avec ce qui est écrit. Voilà. C'est rien que des mots avec des virgules, quoi. Il suffit de les accompagner, il suffit d'être avec elles, il suffit de ne pas les dire fausses, c'est tout. Alors après, bon, je dis ça, je dis il suffit de ne pas les dire fausses. Alors là, je pense à une autre chose. Mon père était quelqu'un qui parlait plein de langues étrangères. Le père de ma mère aussi. Mais beaucoup, beaucoup. 10, 12, 15, 20, 25. Il n'y avait pas de limite au nombre de langues qu'il pouvait parler ou manier. Et donc j'ai longtemps cru, c'est-à-dire qu'avant de connaître mon père, parce que mon père, je l'ai rencontré quand j'avais 13 ans et demi, et que ma mère a pensé que c'était une bonne idée qu'il me reconnaisse et que donc que je perde mon nom, qui était Schwartz, et que je me retrouve à m'appeler Angot, qui était le nom de mon père. Et donc pendant tout le temps où je ne le connaissais pas, et même après, j'étais fascinée par les langues étrangères. Pour moi, il n'y avait rien de plus intéressant. J'étais impatiente d'entrer en 6e pour pouvoir apprendre l'anglais. Je ne pensais qu'à ça. Et ensuite, quand j'ai fait la connaissance de mon père, les questions que j'avais à lui poser, c'était ça. Telle langue, comment ça fonctionnait, et tel autre, et tel mot, et ceci, et cela, et l'accent, et ceci. Enfin, je pouvais en entendre parler des heures. Je voulais faire ça. Je voulais faire des trucs, voilà, être interprète, être n'importe quoi, enfin bon, du moment que c'était dans ce domaine. Et puis, j'ai écrit, après, j'ai laissé tomber ces histoires de langues étrangères quand j'ai compris que si je voulais écrire, vraiment, je n'avais pas besoin de connaître toutes les traductions. Il suffisait que je comprenne le sens d'un mot, vraiment, et plutôt toutes les traductions à l'intérieur du même mot français, toutes les traductions que le mot peut avoir, puisque c'est avec ça que j'allais travailler. Comme dans le poème de Rimbaud sur les voyelles, avec les couleurs. Si j'utilisais un mot, il fallait que je connaisse toutes les couleurs du mot. Et donc j'ai laissé tomber ces histoires de langue. Je me suis intéressée, même pas au français, mais à notre langue et au fait de pouvoir dire quelque chose. Et puis, l'autre jour, j'étais avec une amie qui est professeure de littérature à l'université. On se donne un petit rendez-vous de 15 minutes, je devais lui donner quelque chose comme ça. Je lui dis « Qu'est-ce que tu as fait toute ta matinée ?» Elle me dit « J'ai fait cours ». Je lui dis « Tu as fait cours sur quoi ?» Elle me dit « J'ai fait cours sur telle chose, les langues Babel, le Babel, le langage des oiseaux, la langue des oiseaux. » Je me suis dit « Mais c'est incroyable, mais c'est ça !» C'est ça qui est intéressant, la langue des oiseaux. Et c'est ça. Et en fait, ça ne m'intéresse pas du tout, les langues étrangères. Donc, je me suis vraiment fait avoir avec cette histoire d'inceste que j'ai acceptée parce que je croyais que les langues étrangères m'intéressaient, alors qu'en fait, c'était la langue des oiseaux qui m'intéressait. C'est beau, la psychanalyse. Oui, alors,
Au fond, le malaise qui vous a amené à demander une analyse s'est produit plusieurs années après la fin de la relation Oui. avec votre père. Et c'est ça qui est apparu d'emblée comme étant le ressort de votre malaise dans l'existence? Quand j'ai commencé? Oui. Je me souviens que la première séance à laquelle je suis allée, bon, j'ai vraiment très peu de souvenirs de séances précises, des mots comme ça, des trucs par-ci par-là. D'ailleurs, ce premier analyse m'a bien déçue après, mais en tout cas, pendant les 18 mois, ça se passait bien et il m'a quand même sauvée. Donc la toute première séance, je lui dis ça. Je lui dis, voilà, je vais très mal, et l'inceste, la relation avec mon père, j'ai connu un inceste. Et il me dit, c'était une de ses premières prises de parole, qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes mal, que vous allez mal à cause de ça? Donc ça a été le premier moment où j'ai compris que voilà, je connaissais vraiment rien du tout. Et c'est le premier moment où j'ai une espèce de... Je me suis dit, tiens, il me dit ça. Mais oui, moi j'y suis allée en tout cas en pensant ça, en disant ça. Dans le petit texte que j'ai écrit, là, à un moment, je parle d'un coup de fil, j'allais très mal, j'avais commencé l'analyse, c'est pas tout repos au début, et j'avais appelé mon père au téléphone, je le voyais plus, puis je cherchais à le joindre à son bureau, parce que normalement je devais l'appeler à son bureau, au Conseil de l'Europe, et pas à le joindre, je sais pas quoi, ou alors c'était un dimanche, voilà, c'est ça, c'était un dimanche et je voulais l'appeler. Alors, je vais appeler à son domicile, tôt, puisque je dormais pas et que donc j'étais toujours réveillée très tôt. Et il m'a reproché d'avoir réveillé la famille et je lui ai dit que je faisais une analyse, que j'allais très mal et c'était évident que je l'accusais. Et c'est là qu'il m'a dit que ça pouvait détruire les gens, qu'il fallait que je fasse extrêmement attention. Et c'est-à-dire que j'essayais de dire aussi tout à l'heure que quand je pense, pendant très très longtemps, quand je pensais à cette relation incestueuse, je me disais, mais comment c'est possible? Pendant longtemps, je ne supportais pas, j'ai continué de ne pas supporter, enfin de souffrir de ça. Et puis, je disais, je n'en souffre presque plus. En revanche, plein d'autres, je veux dire, ma souffrance, elle est allée dans d'autres situations où on enlève à des gens leur humanité, enfin, où on les tue, quoi. Il y a d'autres situations. Comme ça, je crois que je les comprends. Je crois que je comprends ces situations. Est-ce qu'il y a un rapport entre le terme que vous employez pour qualifier votre position dans cette relation incestueuse de déshumanisation et quand vous parlez de votre position dans l'écriture, vous parlez de dépersonnalisation. Je me suis demandé si entre cette déshumanisation dans la position incestueuse et la dépersonnalisation dans la position d'écriture, est-ce qu'il y avait un rapport? Sûrement.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas seulement, comment dire, une chose à quoi j'ai jamais vraiment cru, peut-être ça existe, je ne sais pas, l'horizon que je trouve un peu compassionnel de la résilience, comme ça, comme venez m'aider, qu'on n'aurait pas seulement ça, et qu'on aurait à l'intérieur même, et c'est ça que je trouve intéressant, à l'intérieur même de la déshumanisation, on aurait là un ferment qui pourrait faire qu'on pourrait parler un langage justement universel. C'est ça qui vous donne accès. Parce que sinon, si vous n'êtes pas déshumanisé, je ne vois pas l'intérêt, enfin peut-être vous n'y pensez même pas, que vous pourriez sortir de cette personnalisation. En ce sens-là, l'écriture va contre une certaine fascination qui va avec la personnalisation. Séparée de ça. Je pense qu'il n'y a même pas besoin. Même pas besoin. En revanche, ce qui est compliqué, c'est que vous vous heurtez. Il y a quand même beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce terrain-là. Je parlais d'un espace qui n'existe pas. Bon ben, voilà. Comme ça n'existe pas, il y a beaucoup de gens qui ne le voient pas. Alors ça, c'est compliqué. Parce que, en plus, moi, comme j'écris des choses avec événements, où on peut bien se raccrocher, où on peut bien voir de quoi on parle de Lutetia, on parle de ceci, on parle de cela, on parle de plein de trucs connus et repérables, mais ça fait rien. On est quand même, je ne sais pas comment dire, enfin, en dessous ou ailleurs, ou on est quand même absent. Le contraste est assez frappant entre cet idéal de dépersonnalisation dans l'écriture et puis là, quand vous êtes ici, devant le public, et même quand vous lisez votre texte, vous le lisez comme une actrice. Vous le scandez, vous obtenez des effets de rire. Il n'y a pas que votre voix, il y a votre gestuaire qui est extrêmement efficace et très d'écriture d'ailleurs. Il y a quelque chose de japonais, enfin de calligraphie comme ça de vos, en plus servi par votre habit noir, comme ça. Il y a une calligraphie en mouvement quand vous lisez et presque quand vous répondez aux questions et qui est d'une actrice. Ça m'avait d'ailleurs frappé à Toulouse quand vous lisiez. Vous avez lu 2 extraits de vos livres. Là, vous étiez debout. On avait une actrice. Ah. Bon, alors dites ce que vous croyez. Ah. Est-ce que... Enfin, peut-être, mais je n'ai pas l'impression en tout cas. Il suffit de suivre. Moi, je ne crée rien. Vous dites, j'obtiens rien du tout. Mais ce qui est écrit, c'est la seule chose qui compte. Ce qui est écrit. Alors, s'il y a quelque chose qui est écrit, s'il n'y a pas rien qui est écrit, s'il n'y a rien qui est écrit, s'il y a des mots mais qu'il n'y a rien, je ne peux rien faire. J'obtiens rien du tout. Et s'il y a quelque chose qui est écrit, alors je regarde ce qui est écrit, je le pense, je le vois, et si je le vois, je le fais voir. Et si les gens le voient, eh ben, ils sont contents. Et c'est tout.
Et donc, je ne sais pas si... Il voit quelque chose qui a un rapport à la lettre, parce que tous vos gestes sont extrêmement lettrifiés, si je puis dire. Vous tracez des traits quand vous parlez. Je pense que je... Non. Oui, c'est pour ça que je ne pourrais pas faire autre chose. C'est pour ça qu'une actrice, elle aurait forcément à mimer... Une actrice, elle a mimé la vie, elle a créé un personnage, à mimer la vie, à faire... Voilà. Moi, je ne veux pas mimer la vie, je veux la dire. C'est pas pareil. On s'approche de la fin, 5 minutes. Vous avez envie de dire quelque chose que nos questions ne vous auraient pas poussé à dire? Non, j'ai envie de continuer à vous suivre. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Va-t-elle nous autoriser et même vous dire où elle va après nous avoir quittés? Mon Dieu. Oui, parce que j'ai fait un... Voilà, je suis tout de suite beaucoup moins à l'aise parce que je ne vais pas du tout sur mon terrain. J'ai écrit un texte à propos de Christiane Taubira. Voilà. Merci. Et donc, il y a une... je ne sais pas comment appeler ça, une rencontre, enfin, SOS Racisme, des écrivains, des intellectuels, autour de Christiane Taubira, et elle sera présente au cinéma Saint-Germain tout à l'heure à 5h30. Et donc, on doit parler. Alors là, je n'ai rien écrit, pour le coup, parce que je me suis dit, ça ne va pas. Et puis, je ne peux pas faire... enfin, voilà, j'avais déjà fait un texte. Et donc, mais alors ça, c'est très compliqué, parce que alors, on ne va pas dire aux gens, il ne faut pas être raciste. Merci.